Allez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonsoir. Bienvenue dans ce live point d'opportunité hebdomadaire. On est le 6 juillet 2025, il est 20h08 lorsque on enregistre ce live, lorsqu'on fait ce live. Bienvenue si vous nous regardez aussi sur YouTube, hein, on met ces lives avec 1 ou 2 jours de délai sur YouTube. Si vous regardez ça depuis YouTube, d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre gratuitement. Pour participer à ces lives, hein. Ça se passe dans les liens qui sont en description. Je vous laisse checker. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je suis comme à mon habitude chaque semaine avec Nassim. Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Salut Rafik, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien, ouais, très bonne semaine. J'étais en congé quelques jours. Donc la semaine est passée assez vite, peut-être trop vite même, mais sinon voilà, la pêche, content d'être avec vous et puis de passer en revue encore une fois l'actualité financière et géopolitique ce soir. Yes, top. Je commence, j'ouvre tout de suite, hein, par un petit sujet. Je vous ai fait un post cette semaine que j'ai appelé prise de profit, hein, comme vous pouvez le voir. Sur notre plateforme, hein, sur la plateforme Versatile. Pareil, hein, vous pouvez la rejoindre si vous nous regardez depuis YouTube, vous avez tous les liens. Et c'est gratuit, donc vous pourrez avoir aussi accès à nos différents posts et à nos différents wallets. Et donc, c'est juste pour vous rappeler, si vous n'avez pas vu, pour la communauté versatile, hein, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas pris le temps de regarder cette vidéo, je vous invite vraiment à la voir parce que je vous renseigne. Et bien évidemment, hein, toujours petit disclaimer légal, vous le savez, maintenant vous avez l'habitude, pas de conseil en investissement, mais je vous renseigne sur les derniers mouvements, les dernières, voilà, les derniers mouvements dans mes wallets, hein, dans mon PEA et dans mon compte titre, en ce qui concerne mes placements en bourse, tout simplement. Ça concerne notamment les ETF. Je vous explique tout en précision, enfin toutes les raisons, le pourquoi du comment dans la vidéo. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que ça n'avait pas trop de sens de regarder le tableau uniquement là comme ça et de le survoler assez rapidement. Donc voilà, si vous n'avez pas checké, n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là. On va revenir très rapidement sur la macro, hein, puisqu'on a la géopolitique qui est en train petit à petit de se tasser. Quelles ont été les actualités importantes cette semaine, d'un point de vue macro en tout cas? On a eu les chiffres des ISM manufacturiers qui sont sortis dans les clous du consensus de ce qui était attendu aux États-Unis. Mais on a surtout eu les chiffres de l'emploi, hein, tout simplement, qui ont été publiés aux États-Unis avec les job openings, les chiffres du NFP et les chiffres du chômage aux États-Unis qui ont suivi, qui se sont fait suivre plutôt par les ISM, les chiffres de l'ISM Service. Et donc, c'est surtout ces chiffres de l'emploi, hein, qui nous intéressent. Donc, chiffres qui sont sortis jeudi, puisque Independence Day, le 4 juillet, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était férié aux États-Unis. Donc voilà, pas de publication de chiffres, fermeture de toutes les places boursières. Et donc, séance écourtée, même le jeudi. Quoi qu'il en soit, on en a parlé la semaine dernière. On avait une potentielle ouverture du scénario de la baisse des taux directeurs de la Fed à partir de juillet. Bon, bah là, je vais être très clair avec vous. Ce scénario-là vient de se refermer cette semaine. Pourquoi? Parce que vous le voyez, dans les job openings, on avait un consensus qui attendait 7 millions, 7,300, 7 millions 300 000 nouveaux jobs. On en a eu 7,77 millions aux États-Unis, hein, tout simplement. Donc, beaucoup plus de jobs qui ont été créés. Le NFP qui est sorti bien supérieur pareillement. Et le taux de chômage qui était attendu à 4,3%. Et c'est là qu'on voit bien qu'effectivement, il y avait clairement une spéculation sur des mauvais chiffres de chômage, une inflation qui stagne slash en baisse, plutôt qui stagne d'ailleurs. Et donc la Fed qui serait prise au coup pour baisser les taux. Eh bien non, là où c'était attendu à 4,3%, on a eu des chiffres du chômage qui sont sortis à 4,1%, où les précédents, et depuis plusieurs mois d'ailleurs, c'était à 4,2%.
Donc, logiquement, voilà, hein, on a là devant nous les probabilités de baisse de taux lors de la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu le 30 juillet 2025. Eh bien, 95% de probabilité de voir les taux inchangés, 4,7% de voir les taux, une baisse de taux. Donc voilà, hein, ce scénario-là qui se referme, mais ceci étant dit, on n'a pas eu de gros mouvements baissiers de déception sur les marchés parce que en réalité, pour la fin de l'année, ça n'a, on a grosso modo décalé les baisses de taux dans le temps. En tout cas, c'est ce que price le marché actuellement, puisque le marché s'attend toujours à trois baisses de taux pour la fin de cette année, puisque effectivement, la première baisse de taux aurait lieu plutôt le 17 septembre 2025. On aurait donc 66% de chances d'avoir une première baisse des taux. Le 29 octobre, pour l'instant, voilà, c'est break-even, hein, c'est en train de se... Bon, statistiquement, enfin, en termes de probabilité pure et dure, si on regarde de manière absolue, on a 43,6% versus 43,4% d'avoir une baisse de taux, mais on voit que c'est quasiment égal, donc indécision pour l'instant. Et pareil, un petit peu d'indécision aussi pour la dernière, pour la dernière échéance qui aura lieu le 10 décembre 2025. Donc vous voyez, hein, on attend toujours entre 2 et 3 baisses de taux du côté de la Fed pour la fin d'année. Mais les marchés, globalement, n'en ont eu que faire et on le verra tout à l'heure parce qu'il y a eu une autre actualité économique qui a écrasé toutes les autres. Et d'ailleurs, je pense que le calendrier de publication a été aussi fait pour laisser la part belle à cette nouvelle, puisque la semaine prochaine, si on le regarde, c'est pas next week d'ailleurs, c'est this week. Voilà, on n'a pas de publication importante aux États-Unis. On a les minutes du FOMC. De quel événement je vous parle? Bien évidemment, de la signature, de la validation de la One Big Beautiful Bill ou la One Beautiful Big Bill. Donc voilà, hein, de la part de Donald Trump qui a été signé. Vous pouvez trouver le document complet sur Internet, mais globalement, ça représente 5 000 milliards de dollars qui vont être imprimés tout simplement aux États-Unis, hein. C'est le retour de la hélicoptère monnaie un petit peu, hein. On va enfin, ça représente le même ordre de grandeur quasiment que pendant la crise du Covid. Donc, il faut bien comprendre que ça représente une somme qui est gigantesque. Et on a notamment qui accompagne le décret que Donald Trump a signé des directives comme par exemple tous les enfants recevront à leur naissance, d'ailleurs je ne sais pas à vérifier si c'est qu'à leur naissance, mais en tout cas tous les enfants voilà, à leur naissance ou pas recevront 1 000 $ qui seront investis sur les marchés boursiers, notamment sur le SP 500. Voilà la raison pour laquelle, entre autres, on a les marchés qui font des plus hauts, toujours de plus en plus hauts, hein, parce que actuellement, on a la géopolitique qui est en train de se calmer et la situation macro qui est en train de s'orienter dans le bon sens. Je vous l'ai dit, on peut regarder hein, très rapidement la dette américaine. Voilà, hein, vous le voyez, en une semaine, la dette américaine ici qui était à 36,22 milliards de dollars, on va ajouter 5 000 milliards de dollars à cette dette, donc pour monter à proche des 41 000 milliards de dollars. Donc vous voyez que ça fait quand même une hausse assez importante ici. Impression de l'argent, cet argent-là, il va bien falloir qu'il aille quelque part, hein, c'est ce qu'on vous dit depuis un moment. Et donc il terminera très probablement sur les marchés. Euh, D'autant plus que ça sera très probablement couplé à la fin de l'année, vous l'avez vu, à des baisses de taux de la part de la Fed. Donc, vous avez mon laïus de la semaine dernière. Enfin, je sais pas, Nas, peut-être tu veux réagir d'ailleurs à tout ce que je viens de dire là, rebondir peut-être avant d'attaquer purement l'analyse technique. Non, non, je pense qu'effectivement, tu as souligné les éléments les plus importants. Alors, pourquoi on a une baisse du taux de chômage? Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, mais il faut aussi savoir qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a quand même une chasse aux clandestins, aux immigrés illégaux, etc., qui sont quand même, on va dire, une pool de main-d'œuvre assez importante. Et donc, le fait qu'il y ait aussi moins
de personnes en capacité de travailler fait que on a une baisse du taux de chômage. Donc voilà. Après, je pense que la nuance qu'on peut quand même ajouter là-dessus, c'est que il y a quand même eu des baisses qui ont été assez différentes selon qu'on prend le secteur privé versus le secteur public, etc. Donc, il faudra voir ensuite, voilà, le mois prochain, comment les chiffres vont continuer à évoluer. Mais effectivement, c'est dire quelque chose que personne n'attendait. Et comme tu le disais, qui va sûrement amener enfin, amener, on va dire, un décalage dans le temps de la baisse des taux, quoi. Hmm. Ouais, ouais, complètement, complètement. Je voulais rajouter un truc par rapport à ce qui s'est passé cette semaine aussi. À la toute fin de la semaine, on a eu, et c'est Nas qui m'a rapporté d'ailleurs la nouvelle parce que j'étais passé à côté, je suis allé vérifier, effectivement, c'est bien le cas. On a Elon Musk, donc voilà, qui nous fait une énième sortie, une énième phrase que j'allais dire, mais je pense qu'on commence à être habitué au personnage. Elon Musk qui a annoncé la création. Alors je ne sais pas à quel point voilà c'est officiel, ça sera ancré dans le temps, etc. Mais en tout cas, il nous a annoncé la création d'un parti politique, hein, tout simplement, d'un nouveau parti politique. Je crois qu'il l'a appelé The America Party ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Euh, voilà, je voulais le citer, je me rappelle plus exactement du tweet qu'il a fait, mais pour contrecarrer le parti unique qui dirige l'Amérique depuis voilà, le dernier siècle, selon lui, il n'y a pas de républicain ou de démocrate. Alors je trouve que la question est légitime, pas si bête que ça, et il y a des arguments qui peuvent aller dans les deux sens, hein. Mais on sait que pour Elon Musk, ce qui est très compliqué à avaler, hein, les couleuvres à avaler pour lui, c'est les couleuvres de la dette. Effectivement, hein, lui, ce qu'il comprend pas, voilà, il faut bien comprendre qu'Elon Musk, c'est un pur technocrate, un ingénieur, quelqu'un pour qui les actions doivent avoir du sens. Et je pense qu'il n'est pas très à l'aise. Et voilà, par rapport à tout ce qui est jeu politique, là où Donald Trump savait très bien ce qu'il était en train de faire, je pense, en s'associant avec Elon Musk. Et effectivement, Elon Musk, avec la création du Doge, on l'a bien vu, lui pense que la dette est insoutenable et ça, une fois de plus, hein, ça se défend aux États-Unis, que c'est ce qui va mettre le pays à terre, que c'est ce qui est en train de mettre le pays à terre, et qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul parti gouvernant aux États-Unis depuis toujours, qui est voilà, le Deep State finalement, et qui endette le pays un mandat après mandat, tout simplement. Et voilà pourquoi aujourd'hui on a un Elon Musk qui, j'ai envie de dire, qui a arrivé au bout du processus de la perte de foi dans les hommes politiques, après avoir soutenu Donald Trump, et qui finit par créer son propre parti. Donc je ne sais pas où tout ça se finira, mais je suis très curieux de voir l'ouverture du cours pour l'action Tesla. Ça va être, ça va être assez intéressant à suivre. Est-ce que l'action va s'apprécier ou au contraire, est-ce que l'action va continuer sa chute libre? Euh, ça va être assez intéressant de suivre ça. Quoi qu'il en soit, on revient sur les marchés financiers. Du côté de l'analyse technique, je vous l'avais dit hein, la semaine dernière et dans la vidéo de cette semaine, moi honnêtement, j'étais... alors, quand on était ici, effectivement, dans la baisse, pour vous faire juste le petit récap assez rapide, hein, le petit rappel, quand on était dans la baisse ici, on avait clairement dit sur Versatile, chez Versatile, que c'était une réaction épidermique. Surtout quand on se rapproche de la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. C'est une moyenne mobile qu'on ne visite quasiment jamais. Euh, donc, c'était une réaction épidermique. Là, c'était clair et net que, selon moi, une fois de plus, pas de conseil en investissement, il fallait acheter, charger la mule. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est exactement ce que Nassim a fait. En plus de ça, moi, je l'ai fait en levier, je pense que Nassim aussi. Après, voilà, je vous parle de l'indice SP500, c'est la même chose pour le Nasdaq. Et globalement, on pourra passer sur les indices européens après parce que c'est un peu différent. Mais cette baisse, on l'a eu sur tous les indices. Maintenant, c'est vrai que quand on est repassé, quand on a eu ce gap de rupture, qu'on est repassé ici au-dessus des moyennes mobiles, j'avais commencé à alerter sur le fait que voilà, il y avait du monde sur les réseaux sociaux qui était en train de dire qu'un V-bottom
c'était pas possible, qu'on allait corriger, que ça devenait du délire. J'avais clairement dit que du côté de l'analyse technique, on était en croisement bullish, hein, au niveau du MACD et du RSI. Il y avait de la place pour monter. Là, c'est vrai que ces 2 dernières semaines, on est, pour moi, et une fois de plus, hein, je vous le dis en toute sincérité, c'est purement psychologique. Là, on est en train d'entrer, ou on est rentré, si on n'est pas déjà bien avancé là-dedans, dans une phase d'euphorie sur ces marchés, avec une cassure de l'ATH, enfin des ATH précédents, sur un contexte macro. Alors, déjà, l'analyse technique, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais un contexte macroéconomique qui finalement et géopolitique qui ne s'est pas amélioré de manière drastique par rapport à la publication des tarifs de Donald Trump. Alors oui, on sait que c'est en négociation, mais pour l'instant, les contrats qui sont signés, enfin les tarifs qui sont signés, c'est pas des tarifs qui sont à 0%, loin de là, qui sont pas avec des pays, des gros pays. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des raisons fondamentales d'aller aussi haut? En termes de PE ratio, on est également relativement haut. On est dans des zones, sur le SP500 typiquement, on est à 21, 22, là où historiquement, on devrait plutôt, enfin les zones plutôt neutres, c'est aux alentours des 18. Donc on est clairement, les indices sont clairement chers en fait. Pour vous la faire courte, fondamentalement, actuellement, le SP500 et le Nasdaq sont chers. Voilà. Sachant que, et bon là c'est un petit peu je vous refais un petit peu un récap de la vidéo que j'ai publiée cette semaine, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ma psychologie actuellement. Sachant que sur les leviers, on est en x2. Donc pour avoir un PRU aux alentours, euh, voilà, aux alentours des 5300 points, 5250 points du côté du SP500 par exemple, on fait plus 19%. Sur le levier, c'est un peu moins parce qu'effectivement, on a eu le taux de change en euros sur lequel on a perdu de la performance, bien évidemment. Mais vous pourrez aller revoir ma vidéo. Globalement, mes performances personnelles se situaient entre plus 30 et plus 50%. Donc à ce moment-là, j'estime que, et vous le voyez, hein, on est assez loin des moyennes mobiles. En plus, au niveau du MACD, très clairement, je suis très honnête avec vous, hein, au niveau du MACD, pour l'instant, RAS, très clairement, on a cassé les ATH, c'est bullish, on peut continuer à monter. Du côté du RSI en weekly, c'est pareil, c'est la même chose, hein, on est toujours en zone neutre, donc on n'est pas en zone de surachat, donc on peut aussi continuer à monter. Maintenant, c'est vrai que si on se place en jour, vous voyez ici que c'est plus la même chanson. Ok, du côté du MACD, ouais, c'est bullish slash neutre. Et du côté du RSI, là par contre, on est clairement en zone de surachat, mais une zone de surachat assez violente qu'on n'a pas visitée depuis l'été dernier. D'accord? Depuis un an. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la place pour, en journalier, faire une petite correction à minima sur la moyenne mobile 20, peut-être sur la moyenne mobile 50, même si bon, j'ai un doute, ça viendrait combler le gap, hein, mais j'ai quand même un doute, enfin, ça viendrait travailler autour du gap d'ailleurs. J'ai quand même un doute qu'on perde ces 6%. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit en daily ou que ce soit en weekly, on commence, et vous le savez, moi je regarde énormément en weekly, je regarde pas trop en daily, on commence à être un peu trop loin psychologiquement pour moi de ces moyennes mobiles 20 et 50, d'autant plus on n'est pas orienté dans le bon sens, hein, tout simplement, de ces moyennes mobiles pour rester dans le marché. Voilà, toutes ces données-là ont fait que j'ai pris une décision cette semaine, hein, parce qu'une fois de plus, je vous l'ai dit, hein, c'est aussi psychologique, vous pourrez aller voir ma vidéo. J'ai décidé de me délester. Et en fait, de me délester, c'est quoi? C'est de matérialiser des profits, hein, de récupérer du cash sur ces indices, SP500, Nasdaq, mais aussi d'ailleurs le CAC 40 et le DAX pour avoir l'esprit un peu plus libre aussi pendant cet été. Parce qu'en fait, le CAC 40 et le DAX, je ne les vois pas continuer leur hausse s'ils sont en hausse, alors alors que moi, mon scénario sur lequel j'aimerais rentrer, c'est un pullback proche de la moyenne mobile 20 ou de la moyenne mobile 50 en weekly. Donc avoir un -6, -7% du côté du SP500 et un peu plus du côté du Nasdaq, et donc x2 en levier.
Je ne vois pas les indices européens tenir alors qu'on fait un -6 ou -7% sur les indices américains. C'est pas du tout un encouragement à suivre la stratégie ni quoi que ce soit, hein. Je vous rappelle, hein, l'idée ce serait plutôt d'investir à long terme, de rester exposé au marché le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que personnellement, et c'est très propre à mon profil, et on va poser la question à Nassim, je pense pas du tout que c'est pour le coup lui ce qu'il a fait. Mais en tout cas, me concernant, c'est vrai que je suis plus... Là, je sens que ça m'a retiré un poids, le fait de prendre ses profits, de matérialiser ses profits et de patienter tranquillement, d'avoir des points d'entrée un peu plus intéressants, parce que je trouve actuellement que les marchés sont en pleine euphorie, où il n'y a pas lieu d'être. Maintenant, je peux me tromper et on peut continuer à monter pendant une, deux, trois, quatre, 5 semaines, sans aucun souci. Donc voilà, je sais pas. Alors Nas nous a donné un petit. Ah oui, Le c'est PE le PE ratio. ratio. Ouais. PE ratio à 37,93. C'est le Sur les Schiller. 10 dernières Ouais. années, Oui, oui. ouais. Ok. Ouais, donc on voit très bien, très clairement, hein, que on est dans des zones, qu'on est dans des zones où l'indice est assez cher. Donc Nas, je sais pas, toi, quelle est ta psychologie par rapport à ça? Je sais que toi, t'es pas trop un vendeur. Tu préfères plutôt stacker, bon, ce que j'aime bien faire aussi, hein, stacker du cash et acheter quand ça corrige. Mais c'est vrai que là, avec avec les leviers, si j'étais sur l'indice de référence, alors je suis sur l'indice de référence sur le PEA notamment, que j'ai pas arbitré pour le coup, donc j'ai arbitré mes leviers. Mais c'est vrai que sur les leviers, je me dis si on fait -6, -7, -8 sur les indices, enfin sur les indices de référence, ça fait du -12 à -15, -16 sur les leviers. Ça me chagrinerait un petit peu de perdre cette performance. Donc, je sais pas, toi, quelle est ta stratégie slash ton avis là-dessus? Ouais, bon, moi, pour l'instant, j'ai fait aucun arbitrage et je compte pas en faire. Je pense que je vais attendre des signaux de marché, effectivement, si jamais je devais faire un arbitrage. Mais c'est vrai que, bon, on va avoir une semaine qui va être très chargée parce qu'on arrive sur la deadline pour les droits de douane, la deadline que Trump avait donné, soumis aux différents États pour négocier leurs accords commerciaux. C'est mercredi. Donc, effectivement, on peut avoir un mouvement à la hausse comme à la baisse. Enfin, voilà, mais on peut avoir un mouvement violent. C'est plutôt ça, je pense. C'est plutôt le caractère violent soudain du mouvement qui peut arriver. À la hausse aussi, d'ailleurs, hein. Donc, moi, je pense que voilà, moi, j'ai pas fait d'arbitrage. Je vais attendre d'avoir des signaux clairs et potentiellement de retour sur les moyennes mobiles. Ce que je dirais simplement, c'est qu'on a aussi quelque chose qui est assez important, c'est qu'on a cette dépréciation du dollar américain, comme vous le savez tous, par rapport à l'euro. On en a déjà parlé la semaine dernière. Et donc, on arrive aussi dans un contexte où je pense que quelque part, le marché est aussi en train peut-être de compenser un peu ce phénomène-là. Le fait que les indices soient moins chers en euros, soient moins chers en yens, etc., je pense que ça amène aussi potentiellement, hein, peut-être quelques investisseurs aussi sur ce type d'actifs. Quelque part, ça cherche aussi peut-être aussi à corriger un peu ce manque de performance du dollar américain. Donc, ça peut être aussi lié à ça. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'analyse, puisqu'on avait eu le même phénomène sur le yen avant que la Banque centrale japonaise l'année dernière ne hausse son taux d'intérêt et que ça nous amène à une petite crise du carry trade, du yen carry trade. Et on était sur un niveau record historique des indices japonais parce qu'on était à, je crois, 1 $ US pour 170 yens. Enfin, je ne sais pas exactement le chiffre, mais on était sur un niveau assez. Enfin voilà, jamais vu en fait, hein, de la peu cherté ou voilà du yen japonais. Donc voilà, donc pour l'instant, moi, c'est statu quo. Je continue à accumuler. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on pourra parler un peu de la stratégie d'accumulation parce que c'est vrai que dans ce contexte où l'euro a pris de la valeur, j'accumule un peu moins des actifs américains en ce moment. Je m'expose un peu plus en fait aux actifs en euros parce qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui amènent à penser que l'euro va continuer à prendre de la valeur.
Mais je pense que quand on va arriver sur la résistance dont tu avais parlé, ou la zone critique des 1,20, un dollar, enfin 1 euro pour 1,20 $, peut-être que là, je me remettrai à prendre un peu plus des indices américains, euh, voilà, comme un point d'étape. Puis ensuite, il faudra voir si on ira plus haut ou si on redescendra. Voilà. La zone des 1,20 qu'on avait visité, pareil, hein, quand il y avait la planche à billets qui tournait à Donf aux États-Unis pendant la crise du Covid, hein, et on était même allé légèrement au-dessus au niveau des 1,23. Donc vous le voyez, hein, il y a absolument pas, c'est pas, ces vidéos n'ont pas vocation de copy trading, hein, tout simplement parce que, ne serait-ce que entre Nassim et moi, qui ont une vision de long terme similaire, on a tout simplement deux psychologies, une appétence au risque et une réaction au risque qui sont différentes. Donc voilà, votre stratégie, même si votre stratégie long terme peut être la même que vos amis, que votre famille, etc., globalement, vos stratégies court terme, elles peuvent être diverses et variées. Elles doivent être surtout adaptées à votre profil d'investisseur, hein. Il faut bien se connaître parce que c'est la bourse et l'investissement en bourse, énormément de psychologie avant tout, hein. Donc voilà, du côté du SP 500, du côté du Nasdaq, c'est exactement la même chose, hein. Je ne vais pas vous refaire la chanson. C'est exactement pareil, mais avec des amplitudes, bien évidemment, qui sont propres au Nasdaq et donc plus importantes. Là, on est encore plus loin des moyennes mobiles en weekly. Vous voyez que là, un retour à la moyenne mobile 20, c'est du moins 10% facile. Donc, est-ce qu'on va avoir du moins 10% ou est-ce qu'on va avoir de la latéralisation avec les moyennes mobiles qui remontent? Ça, c'est deux choses différentes. Mais peu importe, en réalité, moi, ce que j'attends de voir, personnellement, c'est juste une diminution de ce delta entre les moyennes mobiles et les cours actuels, qu'il y ait une correction ou que ce soit les moyennes mobiles, et donc très concrètement une consolidation plutôt du prix. Donc qu'il y ait correction ou consolidation, les deux me vont, et c'est au moment où on aura un delta qui sera un peu moins, voire beaucoup moins élevé, et un PE ratio, et donc des marchés qui sont moins chers, que je me réexposerai, en tout cas en levier. Je vous l'ai dit, mes expositions au marché de référence, elles n'ont pas bougé. Donc du côté du DAX, très rapidement, vous le voyez, hein, le DAX, il a du mal à corriger. Si vous êtes acheteur sur le DAX et si vous avez envie d'en accumuler, pour moi, enfin en tout cas, c'est un peu ma stratégie, hein. C'est accumulation de DAX à chaque correction, à chaque semaine corrective. Après, là, ça fait quelques semaines qu'on voit que ça commence voilà, à consolider, voire un petit peu enfin, se mettre à plat, peut-être à perdre de la vélocité du côté du DAX, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. On a un MACD qui est extrêmement élevé, donc bien dans la zone positive. Et on a un RSI qui était pas longtemps, qui était il n'y a pas longtemps dans la zone de surachat. Donc, il y a de la place pour de la correction au niveau du DAX, hein. Ça, c'est clair et net. On peut aller visiter la moyenne mobile 20 et peut-être même la moyenne mobile 50. Ça ne remettrait pas du tout en question la tendance haussière sur le DAX. Donc, est-ce qu'on y retournera? Ça, j'en ai aucune idée. J'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que c'est pas impossible sur cet indice. Du côté du CAC 40, on est toujours dans cette grande zone ici d'accumulation, hein. On compresse entre la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Rien de neuf du côté de cet indice, hein. On a eu un gros premier double top ici avant de partir à la cave. Et puis on a eu une retentative de cassure des ATH ici. Bon, bah voilà, ça n'a pas fonctionné. Et puis on est encore en train de latéraliser. Je reste persuadé que c'est un indice qui va surperformer, qui va continuer à surperformer, enfin qui va continuer. Voilà, le CAC 40 a un peu moins surperformé que le DAX, hein, mais qui va surperformer les indices américains en 2025, notamment par le fait aussi qu'il soit libellé en euros, hein, bien évidemment. Mais voilà, tout quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est un indice qui nous intéresse. Donc, on continue à en accumuler. Donc, l'euro USD, on est passé dessus. Le DXY, bon, bah, vous le voyez, hein, le DXY qui a cassé ici cette zone, qui est à 96, donc quasiment 97, hein. On peut dire 97. Là, globalement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui le retient de la zone des voilà, 95,5, 95,7. Après, il ne faudra pas perdre cette zone ici.
qui est aux alentours des 95 150. Sinon, là, ça risque d'être encore plus compliqué du côté du DXY. Après, je dis plus compliqué, en réalité, on l'a vu, hein, ça fait en sorte que l'Amérique est plus compétitive sur les exports, donc ça arrange très bien Donald Trump. Lui, c'est exactement ce qu'il cherche. Donc ça concerne les indices. Très rapidement, les actions, est-ce qu'il y a des actions qui sont intéressantes à passer? Alors là, il y a une liste d'actions sur lesquelles je suis intéressé, enfin pour lesquelles je suis intéressé de passer des ordres d'achat. Il y en a certaines pour lesquelles c'est déjà passé, notamment Total. Actions qui viennent renforcer mon portefeuille à dividendes. Total que j'ai acheté ici la semaine dernière. Ou c'était cette semaine, c'était cette semaine, donc la semaine qui vient de passer, sur les 52, ordre d'achat à 52. Donc voilà, j'ai mis un bon ordre. FDJ, c'est pareil, hein, FDJ, ça m'intéresse. L'ordre n'est pas encore passé, malheureusement. Mais c'est une action qui m'intéresse. AXA, très bonne action à dividende, pareil, hein, l'ordre, là, il est passé. On était sur une belle semaine corrective ici. Coface, pareil, très bonne action dividende. Toujours, hein, nos banques asiatiques et singapouriennes, donc DBS ici, qui pareil est toujours sur la liste. Et globalement, bah voilà, vous avez la liste ici, la liste violette pour lesquelles je n'ai pas mis d'ordre, la liste verte sur lesquelles j'ai mes ordres actuellement. Est-ce qu'il y a des actions intéressantes à passer? Coinbase, je vous l'ai dit, je crois, dans la vidéo, je l'ai arbitré pour être 100% transparent avec vous sur les anciens ATH. Donc voilà, excellente performance sur Coinbase que j'avais acheté en DCA. Voilà, hein, enfin, les actions que j'avais achetées pendant cette période ici, aux alentours des 50 dollars, je les avais revendues quelque part par ici. Et puis ensuite, j'avais passé plusieurs ordres. Bah, vous voyez ici, hein, sur le support orange ou proche du support orange ici aux alentours des 150, 160 dollars. Donc voilà, globalement, ça fait 1 fois 2. Je me suis délesté de mes actions Coinbase. Pour l'instant, je n'ai pas alloué ce cash, pardon. Mais je réfléchis à louer une partie pour renforcer ma position pour Galaxy Digital, qui n'a pas encore fait sa phase haussière. Je vous le rappelle, hein, Galaxy Digital qui a été listé au Nasdaq récemment. Pareil, action qui est dans les crypto-monnaies et dans l'intelligence artificielle également. Bon, on a Circle, est-ce qu'il y a besoin d'en discuter? Vous voyez, hein, c'est quand même relativement fort. Bon, ça a fait un spike à 300 dollars, on est à 188. Voilà la raison pour laquelle sur le spike ici, on avait clairement dit la semaine dernière et la semaine d'avant de pas FOMO. Parce que comme Coinbase, quand ça a été listé, c'est monté à 400 et puis ensuite on s'est retrouvé à l'acheter quelques mois plus tard à 50 dollars. Bah là, c'est la même chose, hein, globalement, hein. L'action était à 300, elle est à 188. Ça ne sert à rien de FOMO. Cette semaine, on a un petit rebond. Est-ce qu'on va avoir une latéralisation? Est-ce qu'on va avoir de nouveau une bougie de décharge, de prise de profit comme ici? Rappelez-vous qu'elle a été listée à 30 dollars, cette action, hein. Donc, il y a des gens qui ont acheté à 30 et qui se sont bien évidemment délestés à 300 en x10. On ne parle pas d'une crypto-monnaie, on parle d'une action. Et d'ailleurs, même si vous délestez à 150, vous délestez à x5 de votre investissement initial. Donc voilà, ne servez pas d'exit liquidity pour ces gens-là. Moi, je suis intéressé, hein, par cette entreprise. Je pense honnêtement que enfin, ça va être du gros n'importe quoi parce que le narratif derrière cette entreprise-là, c'est tout simplement l'équivalent de la Fed, si on veut, de la banque centrale, de l'agence qui s'occupe d'imprimer les dollars, mais version numérique, sur la blockchain, tout simplement. Et c'est la seule en bourse qui fait ça pour l'instant. Donc, ils ont un certain monopole. En tout cas, voilà, pour s'exposer à cette entreprise-là, c'est clairement un monopole. On sait qu'on a Tether, etc., mais on ne peut pas spéculer sur ces actifs-là. Euh, et c'est gigantesque, voilà. USDC, on sait que c'est régulé, ils sont amis avec les administrations américaines. Donc voilà, c'est une action qui est extrêmement intéressante. Maintenant, c'est clair que à x5, x7, x6, là, c'est pas une action que je vais acheter dans l'immédiat. Je vais attendre correction ou remise à plat pendant un moment avant de songer à acheter cette action.
Donc, Nas, du côté des indices actions, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou si je passe sur les crypto-monnaies. Non, rien de spécifique. Je pense que par rapport à ce que je disais sur l'euro, donc ouais, on parlait beaucoup des small cap, mid cap. On sait qu'on en avait parlé, on avait discuté notamment d'un ETF que tu avais trouvé qui était hyper intéressant sur cette thématique. Donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je vais me positionner. Comme je vous disais, voilà, je vais essayer vraiment de d'exposer un maximum à l'euro, à des assets libellés en euros, même si je vais quand même surveiller ce qui va se passer en France, notamment en septembre, hein, avec le budget, etc. Ça peut être quand même source de correction de marché. Et après, sur les... Donc il y a ça, et après, sur les autres indices, comme je disais, voilà, c'est sur des niveaux clés. Je pense que le Nikkei japonais ou les indices américains, c'est des indices qui toujours m'intéressent, qu'on pourra avoir, enfin qu'on a déjà à des niveaux qui sont discountés par rapport à ce qui était le cas 6 mois ou il y a un an. Mais je pense qu'ils vont continuer à être voilà, moins chers. Donc, il faudra. Enfin, voilà, moi, je vais attendre des zones clés pour me positionner sur ce type d'indice. Et enfin, un autre indice que je surveille un peu, moi, de mon côté, c'est le Russell 2000 aux États-Unis, qui s'est bien repris dernièrement. Je crois qu'il est passé au-dessus de sa moyenne mobile 200. Bon, qui va beaucoup quand même dépendre hein, des taux d'intérêt. Mais une fois que les taux vont commencer à baisser, c'est l'équivalent des small caps hein, américaines. Je pense que voilà, c'est un indice qui est intéressant. Voilà, là on le voit, il a quand même bien rebondi. Voilà, moi je le surveille, je me le surveille. Bon, moi j'ai vraiment accumulé pendant, ça fait presque un an que j'accumule en DCA tranquillement un peu tous les mois sur cet indice. Et bon là, je pense qu'il est effectivement, il a fait quand même un run assez intéressant, donc peut-être attendre qu'il revienne sur des moyennes mobiles. Mais je pense qu'il y a aussi de la performance à aller chercher là-dessus. Hmm. Ouais, ouais, clairement, je suis 100% d'accord, hein. De toute façon, avec l'argent qui va revenir dans le marché, avec enfin, avec, dans le marché, oui, qui va ruisseler dans le marché, hélicoptère monnaie, 5 000 milliards qui vont être imprimés, les taux qui vont diminuer, les indices de référence qui sont sur des plus hauts historiques. Quand ça va se mettre à ruisseler, effectivement, je pense qu'il va y avoir de la performance à chercher du côté, bah déjà d'une part par rapport au taux de change, comme tu l'as dit, hein, du côté des autres indices que les indices US, mais aussi du côté de la rotation des différentes capes, et donc bien évidemment du côté du SP 500, du Nasdaq, mais aussi du côté des mid-cap, des small-cap, des actifs de plus en plus risqués. Voilà, parce que l'argent va effectivement ruisseler petit à petit comme ce qui s'était passé finalement pendant le Covid, des actifs les moins risqués, entre guillemets, vers les plus risqués, même dans ces poches de risque qui sont risk-on finalement. Du côté des indices, juste très rapidement, je voulais vous parler d'une potentielle opportunité. Alors, j'ai pas creusé le sujet encore, donc tout ce que je vais dire maintenant, je demande à être fact-checké d'une part, et surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra peut-être creuser le sujet d'autre part, et faites vos recherches, bien évidemment, vous le savez, ça aussi c'est voilà, un petit peu la psychologie versatile, hein, trianguler les informations. Mais Nas, peut-être que tu pourras vérifier les infos en même temps que je raconte. Enfin, en tout cas, que je l'ai dit pour vérifier que je dis pas de grosses bêtises. Mais Renault était dans une situation effectivement un petit peu compliquée il y a quelque temps. Alors, je ne sais plus exactement ça fait combien de temps, mais vous voyez ici la grosse baisse qui s'est opérée entre 2018 et 2020. Alors, je ne sais pas si c'est en 2020 ou si c'est plutôt sur cette période de 2022 ici qu'ils ont changé de PDG et qu'ils ont appelé le PDG actuel, qui devait venir redresser la situation et qui est connu comme étant un PDG bah, qui arrive dans les entreprises justement pour redresser les comptes et redresser les stratégies de l'entreprise, qui est Luca De Meo. Luca De Meo est arrivé à... Donc Nas, je ne sais pas si tu peux vérifier la date à laquelle il est arrivé, juste pour être sûr, hein. Il y a 3 semaines, à peu près. Ah, pardon, Non, le il est précédent là. parti. Ah Ah, oui, il est parti à 3 semaines. Oui, voilà. c'est Donc, ça. ouais. Donc, il est arrivé chez Renault quand Renault allait mal. Il a redressé la situation chez Renault. Et donc Renault bah, a connu, bon, l'action Renault, vous l'avez vu, hein, a connu un certain bull run. Alors, on n'est pas sur de la crypto-monnaie, bien évidemment, mais on a quand même passé de cette zone des 20 euros bah, jusqu'à 50 ATH, 55 euros, bien évidemment.
Euh, mais surtout, le plus important, c'est que d'un point de vue trésorerie, fondamental, stratégie de l'entreprise, Luca De Meo a remis l'entreprise sur les rails. Donc voilà, il y a certains 18 janvier, 28 janvier 2020. Voilà, c'est ce que Nas me dit, 28 janvier. Voilà, donc vous voyez, c'était pendant la période bah, de crash, hein, tout simplement, hein. Il a récupéré l'entreprise pendant une période de turbulence assez importante. Et donc à ce moment-là, l'entreprise, le prix de l'action était aux alentours des 16 euros. Bon, 16 à 50, d'accord? Et là, l'entreprise va mieux dans la mesure du possible, hein. On sait que les achats de voitures neuves en France actuellement sont assez bas, si ce n'est au plus bas. Donc voilà, hein, c'est dans la mesure de ce qu'il est possible de faire actuellement pour ces entreprises-là. Quoi qu'il en soit, Luca De Meo a rempli sa mission à Renault et a quitté l'entreprise pour aller rejoindre une autre entreprise du CAC 40, une autre entreprise française qui est une entreprise du luxe. Je vous le donne dans le mille, une entreprise qui va extrêmement mal, qui est Kering. Donc, sur l'annonce, effectivement, vous le voyez, les deux dernières bougies, ce sont des bougies bleues, hein. Sur l'annonce de l'arrivée de Luca De Meo, là, on a quand même eu 10%, 11% de hausse. Le break d'une moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Et vous voyez que l'entreprise est passée ici avec un bon, magnifique charte de distribution ici, hein. C'est vraiment là, l'analyse technique, c'est magnifique. Mais vous voyez que le prix de l'action est passé de 800 dollars quasiment à 200 dollars, donc divisé par 4. Donc voilà, je dis pas qu'on va retourner aux ATH. En tout cas, Luca De Meo, qui a remis sur pied Renault, arrive chez Kering pour essayer de remettre sur pied Kering, qui est en naufrage depuis maintenant le 9 août 2021, hein. Donc voilà, vous voyez la tête du chart, hein. Donc bien évidemment que pour l'instant, c'est une action que je surveille, mais que je n'ai pas rentrée dans mon portefeuille pour la simple et bonne raison. Je vous rappelle l'adage, une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Pour l'instant, il n'y a pas de signal de retournement de tendance, donc je reste assez loin de cette action pour l'instant. Et c'est pas parce que elle a baissé, bah, donc je vais vous le donner hein, en pourcentage. Voilà, hein, au point d'aujourd'hui, elle a baissé de 75%, qu'elle peut pas de nouveau baisser de 75%, hein. Ça n'a aucune corrélation. Bien au contraire, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Mais ce changement de direction pour mettre à la tête de l'entreprise, voilà, quelqu'un qui n'aura pas peur, qui a déjà connu cette situation déjà et qui n'aura pas peur, bah, voilà, de faire des plans de licenciement, de restructurer l'entreprise pour la remettre sur les rails. On sait que le luxe français a encore de beaux jours devant lui, même si voilà, ça s'est un petit peu fracturé récemment notamment avec la Chine. Mais ça peut être, je vous le dis bien, hein, faites vos propres recherches. Si ça vous intéresse, dites-le nous, on pourra creuser le sujet. Ça peut être assez intéressant de se renseigner justement sur ce sujet, de suivre cette action si jamais on a effectivement un retournement de tendance, une remise à plat, ou en tout cas un quelconque signe voilà, d'un retour à la hausse de l'action. Du côté des crypto-monnaies, très rapidement et pour terminer, bah, pas grand-chose. Alors avant de passer du côté de l'analyse technique, je vais juste vous faire un petit point d'actualité puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant cette semaine. À la fin de la semaine, on a des portefeuilles crypto-monnaies, Bitcoin donc, qui étaient inactifs depuis 14 ans, qui n'ont jamais été touchés, qui se sont réactivés de manière assez mystérieuse cette semaine. Et ce sont des portefeuilles, donc 8 wallets qui détiennent chacun 10 000 BTC. Donc, au cours actuel de BTC, ça représente 1,1 milliard de dollars par wallet, hein. Et donc, on a un premier wallet qui a transféré tout simplement ces 10 000 BTC. Alors, je ne sais pas s'ils ont été vendus ou pas. C'est à confirmer. Mais en tout cas, c'est une histoire qui est assez curieuse parce qu'on sait que ces wallets, voilà, ces anciens wallets qui sont protégés par des anciens protocoles, des anciennes
clé privée. Il y a beaucoup de gens qui se sont excités sur la spéculation. Est-ce que ça va faire baisser le cours du marché? Spoiler alerte, bien évidemment que non, puisque c'est plusieurs milliards de dollars tous les jours qui sont achetés, enfin en tout cas qui sont échangés sur les différentes plateformes, et c'est des volumes qui sont largement tamponnés dans la semaine par les ventes et les achats qu'on a actuellement sur Bitcoin. Donc de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. En revanche, moi, ce qui m'inquiète plus d'un point de vue purement fondamental et pour les gens que ça intéresse, c'est si c'est un hack, ce qui paraît quand même assez probable. Pourquoi? Parce que j'ai essayé un petit peu de creuser de creuser un petit peu le sujet, et il se trouve que il y a un message. Vous pouvez laisser des messages sur la blockchain voilà, quand les blocs sont minés. Il y a un message qui a été laissé dans le bloc. Dans le bloc qui a été utilisé pour effectuer la transaction, et qui stipule être a priori un message légal comme quoi ce wallet a été ce wallet a été tout simplement utilisé par un organisme tiers ou une personne tierce, donc pas par le détenteur, et qui lui appartient désormais. Donc voilà, c'est plusieurs messages qui ont été laissés en fait dans différents blocs dans les échanges tout simplement de ces bitcoins, qui laissent sous-entendre que ça pourrait être potentiellement un hack. Pourquoi c'est inquiétant le fait que ça puisse être un hack? Parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont de très vieux wallets, ces wallets-là, des wallets qui ne sont pas mis à jour bien évidemment d'un point de vue sécurité, et donc qui sont sur des normes de sécurité de 2011. Et ça veut dire que tous les autres wallets, tout simplement, pour être très clair, les autres wallets datant de ces époques des fondateurs de Bitcoin, hein, notamment de Satoshi Nakamoto, sont sur le même protocole et n'ont jamais été mis à jour. Donc des wallets où il y a 10 000 Bitcoins, c'est pas problématique, d'accord? En revanche, on sait aujourd'hui qu'il y a un wallet qui appartient à Satoshi Nakamoto, qui est le premier wallet historique, qu'on pensait être un wallet mort, qui jusqu'à aujourd'hui est toujours un wallet mort, mais qui pourrait être hacké par le même protocole. Et sur ce wallet-là, aujourd'hui, il y a 1 million de bitcoins. Donc, c'est des bitcoins que jusqu'à aujourd'hui, on considérait comme étant pas perdus à tout jamais, hein. Je vous rappelle, la supply totale de bitcoin, c'est 21 millions. Donc, 1 million déjà qui est perdu, ça nous ramenait à 20 millions. Donc, 1 million de bitcoins, ça représente 5% de la supply. Donc là, je vous laisse faire le calcul de ce que ça représente en milliards de dollars. Là, pour le coup, si on a 1 million de bitcoins qui sont hackés, qui partent dans la nature pour être vendus, au niveau du prix, au niveau de la sécurité de Bitcoin, au niveau de toutes ces choses-là, ça remettrait énormément de choses, enfin en tout cas pas mal de choses en question. Donc ça serait un peu plus inquiétant. Donc voilà, d'un point de vue fondamental, je vais suivre l'affaire de très près. C'est passionnant. Mais quoi qu'il en soit, si je reviens à l'analyse technique, hein, l'analyse de prix, parce que finalement c'est ce qui nous intéresse, bah voilà, rien à signaler, hein. On est en plein milieu de... Enfin, en plein milieu. On est au début de l'été, des vacances d'été, 6 juillet. Statu quo, la semaine dernière, on a fait une magnifique bougie d'impulsion haussière. Vous le voyez sur BTC. On est proche de l'ATH. Bougie d'indécision là actuellement, hein. Tout petit corps versus des grandes mèches. Donc le cours ne sait pas trop dans quelle direction il veut aller. Ça comprime. Les ETF, bien évidemment, qui continuent, enfin les institutionnels qui continuent à accumuler. On a dans les ETF de plus en plus de Bitcoin qui sont achetés, hein, tout simplement. Là, on a atteint des records. Tout simplement, BlackRock, aujourd'hui, pour vous dire, hein, c'est le record qui a été atteint cette semaine, génère plus de cash via ces ETF Bitcoin que via ces ETF SP500. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie. Les ETF Bitcoin, ils ont un peu plus d'1 an maintenant. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont été approuvés. Mais en tout cas, enfin voilà, dans un laps de temps extrêmement court. Oui, c'était janvier ou février dernier, donc fin de 2024. Donc c'est ça, un peu plus d'1 an. C'est totalement délirant ce qui a été réalisé par Bitcoin, hein, tout simplement. On a
très, très clairement Ethereum, pareil, hein, qui a fait cette grosse bougie d'impulsion haussière. Ici, altcoin season, il y aura lorsque Ethereum sera capable de repasser au-dessus de toutes ses moyennes mobiles. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas en clôture. Quand ça sera le cas en clôture, on sera téléporté, et ça, je tiens à être très clair là-dessus, on sera téléporté à l'ATH du côté d'Ethereum. Je me fais aucun souci là-dessus. Tous les indicateurs du côté des altcoins, globalement, sont très bien orientés. En même temps, après les corrections qu'on a eues sur les altcoins, vous pouvez me dire, c'est assez logique. C'est passé en catimini cette semaine, ETF Solana qui a été approuvé. Nas, je ne sais pas si tu peux vérifier cette information. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois effectivement que, il y a le premier ETF Solana qui a été approuvé cette semaine, si je dis pas de bêtises. Donc Solana, pareil, un peu comme Ethereum, hein, voilà, il est dans la même configuration et un peu comme l'ensemble des altcoins. Donc je sais pas si tu as l'info, Nas. J'ai l'impression que oui. Ouais, je Moi, je crois dois bien, après mais j'étais assez la. surpris parce que j'ai vu l'information là Ouais. cet après-midi et je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est incroyable à quel point ça n'a pas fait de bruit, alors que c'est quand même une news assez importante. Mais Hmm. en tout cas, voilà, un énième moyen de s'exposer à des altcoins de toute J'ai façon. l'impression qu'il a été approuvé et qu'il y a eu une pause juste derrière. Mais voilà, Ok. j'enverrai l'info dès que je l'ai. Et on a Lolo qui nous dit ça va devenir la chasse au trésor, go devenir un hacker. Ouais, exactement. Non, non, mais c'est clair qu'actuellement, les gens qui ont des compétences de hacking, de codage et enfin, voilà, de hacking en crypto-monnaie, en blockchain, etc., doivent bien se régaler, hein, ça c'est clair, même si ça reste comment ça s'appelle, des actions qui sont totalement illégales, hein, je vous le rappelle. Le crypto total, qui est toujours dans le range, on est au-dessus des moyennes mobiles, donc on est bien. Le crypto total 2, pareil, on n'est toujours pas à l'ATH, mais on est au-dessus des moyennes mobiles. Et le crypto total 3, c'est la même chose. Voilà, on va pas répéter la même chose toutes les semaines. Globalement, on vous l'a dit, je vous le répète, les altcoins, pour moi, il y aura une alt season qui va être anthologique, qui va être épique au moment où, si le timing évidemment n'est pas trop tard, on va commencer à avoir cette baisse des taux du côté de la Fed et également parce que maintenant on a ces 5 000 milliards qui vont être imprimés. Alors il va falloir voir quelle sera la cinétique quelle sera, ouais, la cinétique et l'utilisation de ces 5 000 milliards. Mais c'est très clair que ça finira d'une manière ou d'une autre dans les marchés et donc par extension dans les crypto-monnaies. Pour la baisse des taux de la Fed, ça aura lieu, je l'espère en tout cas, sur ce bull run. Et pour les 5 000 milliards, c'est clair et net que si on n'a pas d'action directe sur ce bull run, ça sera très probablement sur le prochain, mais on aura le temps d'en parler d'ici là. Donc voilà, hein, très globalement pour les altcoins, qu'est-ce que je peux vous dire? On a beaucoup d'altcoins qui sont comme ça enchevêtrés dans les moyennes mobiles. Vous le voyez, c'est toujours ma liste rouge, ou alors qui sont carrément sous leur moyenne mobile. Donc très dégradés, hein, voilà, il n'y a rien à en tirer pour l'instant de ces altcoins-là. Et on a des altcoins qui sont plutôt voilà, dans la liste orange, où on a une moyenne mobile au-dessus de la tête. À surveiller, lorsqu'on cassera ça, on partira en tendance haussière, comme les alt qui sont dans la liste verte et qui, eux, voilà, sont clairement en tendance haussière. Rien au-dessus de la tête, direction les ATH, hein. Donc pour l'instant, on a AVE, on a Syrup et qui est Maple, bon, voilà, qui est une fusée. Et on a Deep qui a, je pense, terminé sa phase de correction écosystème SUI, qui peut repartir, qui nous a fait une petite frayeur ici hein, en passant il y a 2 semaines sous sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire, et qui est repassé très rapidement au-dessus, hein, donc un petit fake out, qui peut continuer sa tendance haussière direction les ATH. Voilà, du côté des crypto-monnaies, hein, j'ai pas plus à vous dire, hein. La Bitcoin dominance, c'est ce qu'il faut suivre pour la all season. Globalement, ce à quoi là je m'attends, c'est un été honnêtement plutôt calme. Alors, on voit très bien qu'on est sur les ATH du côté de BTC. Est-ce qu'on va le briser pendant l'été et partir en tendance haussière, faire une jambe haussière là, une direction les 115, 120 000 en plein été? Je sais pas. Je pensais que ça arriverait un peu plus tôt. Euh, mais honnêtement, là, si on l'a pas, comme dit cette semaine, hein, moi je vous avais donné mon timing, c'était jusqu'à mi-juillet. Là, si on l'a pas cette semaine, je vois pas comment fin juillet, août,
Alors, juillet, historiquement, c'est un bon mois pour les indices et pour les crypto-monnaies, d'ailleurs, hein, en termes de saisonnalité. Août, c'est plutôt un mois correctif, que ce soit sur les crypto-monnaies et sur les indices, d'ailleurs, avant d'avoir l'automne qui est plutôt positif. Donc voilà, hein, moi, j'ai plutôt un horizon de temps automne-hiver à minima. Du côté des crypto-monnaies, j'attends surtout de voir BTC faire sa cassure haussière, ETH faire sa cassure haussière. Ensuite, ça suivra si on a eu pareil sur les indices du côté des altcoins sans aucun souci. Voilà. Donc Nas, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. On arrive sur l'heure de live. Je pense qu'on a fait un bon tour là. Vous avez à peu près tout ce que j'ai réalisé ces dernières semaines. Je pense que c'est un peu plus clair là pour tout le monde. Écoute, rien à ajouter. Merci, c'était très complet, très clair. À la commu, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo ou nous rejoindre sur Versatile, sur le lien qui est sur la chaîne YouTube. Et voilà, il y a un espace de discussion où vous pourrez aussi poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre lors du prochain live. Yes, exactement. Et on termine sur sur ce magnifique graphe de l'US Oil, là, du pétrole, hein, puisque, on vous l'a dit, on vous le dit chaque semaine, l'économie, c'est rien de plus que de l'énergie transformée. Aujourd'hui, la majorité de l'énergie, c'est du pétrole, du gaz qui est indexé sur le pétrole. Mais donc, c'est plutôt les prix du pétrole hein, qui drive un petit peu le rythme de l'économie. Et vous voyez que sur fond de crainte de fermeture du détroit d'Ormuz, on avait eu cet énorme spike haussier et correction directement après, hein, après la guerre, entre très gros guillemets, la fin de la guerre des 12 jours entre l'Iran et Israël. Donc voilà, on est à un prix de l'US Oil, là, du pétrole qui est un peu plus normalisé. Voilà, ça aussi, on peut le surveiller hein, tant que ça part pas à la hausse globalement. RAS, les feux sont au vert. Comme Nassim l'a dit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les semaines, on a ce live. Vous pouvez interagir avec nous hein, si vous regardez cette vidéo sur YouTube une fois de plus. euh, vous pouvez rejoindre via les liens qui sont dans la description. Quant à nous, eh bien, je vais tout simplement vous souhaiter une excellente soirée, une excellente semaine et de très bonnes vacances d'été pour ceux qui sont en vacances d'été, tout simplement. Allez, ciao, ciao. À plus.